Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver exceptionnellement un lundi, mais l'heure est grave, l'histoire s'accélère, énormément d'évolutions politiques, économiques et financières ces derniers jours, notamment sur notre belle France qui souffre de plus en plus, énormément de dangers bien entendu. Vous êtes très nombreux à vous inquiéter à juste titre, donc je vais répondre bien sûr à vos questions. Donc quelles sont ces évolutions? Alors bien sûr le nouveau Premier ministre, mais surtout la dégradation de la note de la France. Est-ce que c'est dangereux? On verra ça dans le détail tout à l'heure. Parallèlement, ce matin viennent de sortir des indicateurs avancés de l'activité. Eh bien ça confirme que la récession est bien là en France et même elle s'aggrave dans l'industrie. C'est assez dramatique, on le verra tout à l'heure, un plus bas depuis 2009. C'est dire évidemment la catastrophe qui nous attend avec bien sûr derrière du chômage qui a déjà commencé à augmenter, qui va encore augmenter. Donc ça va avoir des impacts sur notre quotidien et parallèlement les taux d'intérêt de la dette publique qui continue d'augmenter. On est au-dessus des 3% sur le taux d'intérêt à 10 ans, donc des taux d'intérêt supérieurs à ce qui se passe bien sûr en Allemagne, quasiment un point d'écart, mais également ce qui se passe au Portugal et même en Grèce. C'est vrai que certains disaient « non mais ça ne va pas durer, le taux français est passé au-dessus du taux d'intérêt grec, mais ça va repartir à la baisse ». Eh bien non, ça dure. Ça fait déjà une dizaine de jours que le taux d'intérêt français est supérieur ou égal au taux d'intérêt grec. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui les investisseurs ne font plus confiance à la France. Ils estiment que la Grèce est plus crédible pour réduire son déficit que la France. C'est dire l'ampleur des dégâts, avec évidemment des conséquences pour la zone euro, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, la Banque centrale est intervenue pour soutenir la dette publique française. Elle a même baissé les taux d'intérêt, ce qui a d'ailleurs fait baisser encore l'euro. Donc là aussi, cette crise de confiance se généralise, d'où cette question France et zone euro, pronostic vital engagé. Et oui, je ne vais pas si loin que ça. J'aimerais bien sûr annoncer des bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, il y a un vrai danger qui nous menace. Et malheureusement, encore une fois, l'histoire s'accélère. Ça pourrait arriver bien plus vite que prévu. Alors, on verra ça pour la bonne nouvelle, je dirais, de la semaine. C'est très compliqué d'en trouver une, mais elle est liée à ce titre. Vous verrez ça tout à l'heure. Je vous réserve la surprise. Il y aura bien sûr la question de la semaine, là aussi vous êtes nombreux à me voir poser, sur l'évolution de l'or. C'est vrai que l'or a atteint des sommets historiques il y a quelques semaines, maintenant il baisse un petit peu, mais il se stabilise quand même sur des niveaux élevés. Est-ce qu'il faut continuer d'acheter de l'or ou pas pour se protéger? On répondra bien sûr à cette question avec toujours des graphiques réalisés sans trucage, comme vous le savez. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. On est à plus de 202 000 abonnés, c'est formidable. Donc continuez à mettre vos pouces vers le haut. Vous voyez, j'en bafouille tellement, je suis heureux. Merci à vous parce que ce succès, c'est bien sûr le vôtre. Mais on va commencer tout de suite parce qu'on se doit de dire la vérité. Et on va commencer justement avec ce nouveau Premier ministre, donc François Bayrou. Alors comme vous le savez, en 4 ans et demi, on a eu donc maintenant 6 premiers ministres. Je crois que c'est un record sur la Ve République. Alors ce qui est amusant, enfin amusant entre guillemets, c'est de voir que à chaque Premier ministre, il dure de moins en moins longtemps à Matignon. Alors on a commencé avec Édouard Philippe, bon évidemment il y avait eu la pandémie, donc lui il a duré 3 ans et 2 mois. Ensuite Jean Castex, 1 an et 10 mois, moins de 2 ans donc. Puis Elisabeth Borne, là 1 an et 8 mois, quasiment autant que Jean Castex, mais après là ça s'est accéléré. Donc en janvier 2024 jusqu'à septembre 2024, Gabriel Attal, donc 8 mois. Michel Barnier ensuite, donc 3 mois. Et maintenant François Bayrou. Combien de mois, combien de semaines? En fait, on n'en sait rien parce que, évidemment, une motion de censure est tout à fait possible dans la mesure où, pour le moment, il va avoir du mal à rassurer et à, j'ai envie de dire, fédérer. Et c'est tout le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, évidemment, c'est ce qui fait mal à la France. Et c'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, on est si peu crédible sur la scène internationale. Alors, on me dit, oui, mais vous inquiétez pas, M. Bayrou, il va faire le boulot, parce que lui, il va fédérer, etc. Il va modifier la France. On avait déjà entendu ça avec M. Barnier, avec M. Macron également. Et on voit où nous en sommes aujourd'hui, malheureusement. Bon, donc, je ne vais pas refaire son pédigré. Il a 40 ans de carrière politique. Il a tout fait, je crois, comme poste, je dirais, au niveau public. Donc, c'est vraiment quelqu'un de la sphère publique. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Est-ce que c'est un avantage? On ne sait pas. Il a bien sûr soutenu Emmanuel Macron en 2017. Il s'est présenté 3 fois à la présidentielle. Mais bon, ça n'a pas, je dirais, forcément marché pour lui. Alors, est-ce que, globalement, il peut sauver la France? On me dit qu'il s'intéresse à la dette publique. C'est vrai qu'il en a parlé lors de son investiture donc, à Matignon. Donc c'est bien, il est sensible à l'explosion de la dette publique. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que là, ça commence vraiment à faire désordre. Ceci étant, n'oublions pas que depuis 2020 jusqu'à donc dernièrement, il a été nommé
par M. Macron à un poste spécialement créé pour lui, donc qui était le haut commissaire au plan. C'est-à-dire qu'on avait un commissariat au plan qu'on avait supprimé, qu'on avait remplacé par France Stratégie. Puis finalement, on a quand même recréé un nouveau poste pour M. Bayrou. Donc c'est M. Macron qui l'a fait, évidemment, arrangement entre amis, comme vous le savez. Donc de haut commissaire au plan, avec un budget quand même de 1,9 million d'euros par an. C'est pas rien. Mais à l'arrière, s'il s'intéresse à la dette publique, on aurait pu croire qu'il allait faire justement des vrais programmes, etc. Or, je suis tombé presque par hasard sur un rapport du Sénat, justement sur ce haut commissaire au plan, qui nous dit qu'en fait, il n'a pas tellement émis de publications, moins d'une vingtaine de documents stratégiques. Alors donc, vous voyez, ça s'appelle donc « Et si le Covid durait ?» Ah oui, ça c'est sûr, c'est très important. Électricité, le devoir de lucidité, oui, ça on est tous d'accord. So what, comme on dit. Et alors, donc voilà. Et alors, c'est incroyable parce qu'il nous, encore une fois, c'est le Sénat qui dit ça, nous dit que les notes sont peu fournies. Bon. En fait, vous avez compris que malheureusement, on ne résout pas les problèmes par ceux qui les ont créés, même si effectivement, M. Bayrou n'est pas forcément responsable de tous nos maux, bien entendu, mais il aurait peut-être eu l'occasion parfois de lutter contre, et puis on voit que ça continue. C'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit oui, il faut que les Français se serrent la ceinture. Non, ce n'est pas aux Français à se serrer la ceinture, ni aux ménages, ni aux entreprises, c'est à l'État, justement, à la puissance publique qui ne cesse de croître malgré la récession, malgré les difficultés économiques. Ça ne cesse d'augmenter, notamment sur les dépenses de fonctionnement qui explose. Donc c'est ça qu'il va falloir réduire. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai envie de dire, on est mal parti, puisqu'on voit bien que on a envie de cette dépense publique et que, enfin, du moins, les dirigeants ont envie de cela. Encore une fois, et quand je disais la semaine dernière que, évidemment, on est tous coupables, bien sûr, c'est pas tous les Français, c'est ceux justement qui sont au pouvoir, puisque nous tous, on veut contribuer justement au développement de notre pays en tant que chef d'entreprise, que salariés, je dirais que artisans, etc., commerçants et autres. Mais malheureusement, les dirigeants font exactement l'inverse de ce qu'il faut. Rendez-vous compte, sur les 3 dernières années, donc avant 2024, ça sera pire je pense en 2024, les dépenses de fonctionnement de la puissance publique en France ont augmenté de plus de 15%, alors que les dépenses publiques totales de 12%. Donc c'est complètement fou quand ça va mal dans votre entreprise ou dans votre vie tout court en tant que particulier, vous réduisez vos dépenses de fonctionnement en attendant que ça aille mieux pour sauver justement l'entreprise, sauver votre famille. Et là, nous, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire ça va mal, c'est une catastrophe, et là, on continue d'augmenter les dépenses de fonctionnement. Il faut être sérieux là aussi, encore une fois, il faut regarder la réalité en face. Donc on va avoir besoin évidemment de réduire cette dépense publique, mais disons-le, il n'y a aucune volonté politique, et c'est d'ailleurs pourquoi on a été dégradé, encore une fois, j'ai envie de dire, par Moody's. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, Moody's, c'était l'agence la plus sympathique. Vous savez qu'il y a 3 agences, Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Moody's était la seule qui maintenait un A2, là on est passé à AA3. Ça veut dire en fait c'est le dernier cran, donc avant de tomber en simple A, donc ce qui est le cas pour l'instant pour Fitch et Standard & Poor's. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas péril en demeure, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le communiqué. C'est-à-dire, voilà, regardez bien, c'est assez fou. Les finances publiques du pays vont être substantiellement affaiblies dans les années à venir, à cause de la fragmentation politique, et donc qui risque d'entraver la consolidation fiscale. Voilà, c'est évidemment très clair. Et donc Moody's nous dit qu'il y a une très faible probabilité que le prochain gouvernement, qui venait d'être nommé, réduise durablement l'ampleur des déficits budgétaires au-delà de l'année prochaine. Voilà. Donc on comprend bien que finalement, ce n'est pas du tout crédible. Alors, je vous ai fait justement un petit flashback sur la notation de la France, parmi les 3 agences, donc Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Donc jusqu'en 2012, on était encore triple A, et oui, mais à partir de 2012, donc ça a commencé avec Standard & Poor's, le 13 janvier, on est tombé à double A, le 19 novembre pour Moody's, et que ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Il n'y a que Standard & Poor's et Fitch qui ont les mêmes notations. D'ailleurs, Fitch avait maintenu le triple A en 2012. Il a commencé à dégrader seulement en 2013. Et puis alors après, évidemment, ça se dégrade de plus en plus. Et donc là, on voit bien que finalement, vous voyez, jusqu'à présent, Moody's, il y avait une meilleure note, entre guillemets, que Standard & Poor's et Fitch, qui était déjà à double A-. Donc c'était AA2. Maintenant, ça y est, il passe à AA3. Donc comme AA-. Donc c'est voilà. Là, c'est AA2, c'était l'équivalent de double A. Donc là, maintenant, on est sur le même niveau pour toutes les agences de notation, donc AA- perspective stable pour Standard & Poor's, pareil donc pour Moody's, mais pour Fitch, AA- avec perspective négative.
Donc je pense qu'il peut avoir une dégradation assez rapide. Ce qui est surprenant aussi pour Moody's, c'est qu'elle a donc dégradé en dehors de ces réunions normales de notation de la France. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a un petit mouvement de panique qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Les agences de notation se disent, bon bah là les enfants, on ne peut pas continuer à fermer les yeux, il faut quand même qu'on maintienne un certain niveau de crédibilité. Donc il peut avoir des nouvelles dégradations. Je pense que la prochaine, elle sera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, s'il n'y a pas justement de budget sérieux pour 2025, ce qui malheureusement risque d'être le cas, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le budget de 2025, ça va être celui de 2024. Mais comme il y a moins de croissance en 2025 qu'en 2024, ça veut dire qu'il y aura plus de déficit, sauf s'il y a une loi rectificative. Mais faut-il qu'elle arrive, encore une fois? Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura un déficit public d'au moins 6,5% donc en 2025, donc ce qui veut dire que là aussi, on pourrait avoir des dégradations intempestives, surprises, comme celle de vendredi. Je pense que Fitch peut passer en simple A. Et là, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que ça va changer? C'est très important, parce que là, je vous ai mis donc, le détail des notations, en fait, comment ça se passe. Alors voilà, en fait, il y a plusieurs types de qualités. Donc, en fait, pour l'instant, la première qualité, c'est bien sûr AAA, donc pour toutes les agences. Deuxième qualité, c'est donc haute qualité, donc AA. Et après, à partir de simple A, on passe dans ce qu'on appelle la qualité moyenne. Donc si on est simple A, c'est qualité moyenne supérieure. Mais évidemment, c'est déjà très mauvais. Donc ce qui veut dire que pour beaucoup d'investisseurs financiers, donc notamment de banques, de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, qui sont obligés d'acheter donc de la dette AAA ou AA, dès qu'on passe simple A, alors non, là on n'est plus dans le cahier des charges et donc on n'achète plus notre dette. Le problème c'est qu'en 2025, l'État français, il a déjà annoncé, va devoir émettre 320 milliards d'euros de nouvelles dettes, de nouveaux bons du Trésor. Donc si on passe à simple A, on va avoir du mal évidemment à attirer les investisseurs ou alors on va devoir leur servir un taux d'intérêt de plus en plus élevé et c'est là que ça va faire mal parce que si le taux d'intérêt augmente, ça va générer bien sûr plus de charges d'intérêt de la dette pour l'État français et ça va surtout casser l'activité économique. Donc voilà le danger. Alors après, bon, on n'en est pas encore là évidemment parce que ce que je mets au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est sûr. Après il y a qualité moyenne inférieure, donc c'est triple B, après spéculatif, très spéculatif et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça peut néanmoins aller très vite. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, aujourd'hui on a du triple B+, par exemple pour le Portugal, alors que finalement il a, je dirais, il est bien, il fait beaucoup plus d'efforts que nous. Donc voilà, quelques pays évidemment, il n'y a que 9 pays qui sont toujours triple A pour l'instant, Allemagne, Australie, Danemark, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Singapour, Suède et Suisse, selon Fitch. Là, j'ai mis la notation de Fitch parce qu'il y aurait trop de notations. Et je pense que c'est Fitch qui va dégrader en premier la note de la France. Voilà, après, on a donc haute qualité. Pour l'instant, la France est toujours là. Vous voyez, avec le Royaume-Uni, la Belgique, même la Belgique risque de souffrir. Et après, on passe à simple A, évidemment. Donc là, vous voyez, la Chine, par exemple, est simple A, ou l'Espagne, ou la Pologne. Et ce qui est surprenant, c'est que, vous voyez ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le Portugal est triple B+. Alors qu'ils ont un excédent public, qu'ils ont réduit leur dette. C'est quand même pas très sérieux tout ça. Donc, mais toujours est-il qu'il y a une sorte d'injustice, puisque la France mériterait justement, alors peut-être pas d'être au niveau du Portugal, mais ne mérite plus en tout cas son AA, et c'est imminent, donc c'est ce qui va malheureusement nous arriver, et ce qui va générer à ce moment-là une augmentation des taux d'intérêt. Alors pourquoi on ne mérite plus ce AA ? Notamment parce que notre déficit public ne cesse d'augmenter. Vous voyez que là, c'est juste les chiffres du deuxième trimestre 2024. Ça sera pire pour l'ensemble de l'année 2024. Mais la France est le pays aujourd'hui où il y a le plus de déficit public dans la zone euro. Vous voyez qu'on est à 5,5%. Encore une fois, ça c'est au deuxième trimestre par rapport au PIB. Sur l'ensemble de l'année, on sera à 6,5%. Donc le plus mauvais résultat de l'ensemble de la zone euro. Ça fait vraiment désordre. Donc, vous voyez que par exemple, le Portugal, ils sont en excédent de 2,6%. Vous voyez, donc même la Grèce, ils ont un léger excédent. Donc on est très très loin. Voilà, on a également l'Allemagne qui est donc autour des 2,4%. Donc ce qui veut dire que finalement, on a cette réduction du déficit public qui est possible, sauf pour nous les Français, où on augmente. Idem sur la dette, vous voyez que la dette publique, alors il y a toujours évidemment plus que nous, il y a la Grèce qui a 163% du PIB, l'Italie 137%, mais nous après 112%. On aura les chiffres de la dette publique du troisième trimestre ce vendredi, donc évidemment la semaine prochaine, on en parlera dans notre vidéo, certainement d'ailleurs le lundi, parce que le mardi, ça sera le 24 décembre, donc on fera également une vidéo le lundi. Toujours est-il qu'on voit bien que le Portugal, qui était devant la France, évidemment, a réduit sa dette. Et donc justement, si on regarde la variation de la dette publique depuis 2020, eh bien, vous voyez, la France, c'est un des pays qui a le plus augmenté sa dette publique. Il
Il y a l'Estonie et la Finlande, mais ils partaient de relativement bas, alors que la France, évidemment, avait 14 points d'augmentation de notre dette publique par rapport au PIB, alors que si on prend, vous voyez, la Grèce a réduit sa dette publique de 21 points de PIB, le Portugal de 15,5 points de PIB. Donc ils ont fait des efforts, encore une fois. Donc voilà pourquoi la France, c'est l'un des rares pays, non seulement on est très élevé en termes de dette publique, mais c'est nous qui augmentons le plus notre dette publique. Et ça, c'est évidemment particulièrement dangereux, d'où cette défiance des investisseurs et cette sanction des marchés qui, pour l'instant, encore une fois, est limitée. Parce que la Banque Centrale Européenne fait tout justement pour éviter le pire. C'est un des rôles qu'elle s'est attribué en disant on ne veut pas qu'il y ait trop d'écart de taux d'intérêt entre les différents pays de la zone euro. Elle pensait plutôt, entre guillemets, aux pays du Sud, mais maintenant c'est la France qui est menacée, donc c'est pourquoi elle intervient, ce qui n'est pas dans son rôle, encore une fois. Je pense que Mme Lagarde fait un bon boulot pour faire plaisir à M. Macron, mais ce n'est pas, encore une fois, dans son rôle. C'est très dangereux ce qu'elle ferait parce que ça va évidemment nuire à la crédibilité de l'ensemble de la zone euro. Et donc, regardez, d'ailleurs, ça ne marche pas tellement bien, puisque ça, c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Vous voyez, on est toujours au-dessus des 3%, malgré le soutien de la BCE. Les Allemands sont autour des 2,1-2,2%. Donc, on a bien cet écart de 80 points de base, 0,8 points, quasiment 1 point d'écart sur le taux d'intérêt à 10 ans entre la France et l'Allemagne, ce qui montre l'état de défiance malheureusement à l'égard de l'État français. Encore une fois, je ne dis pas ça de gaieté de cœur, je dis ça parce que c'est une réalité économique et qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Regardez l'écart de taux avec le Portugal. Il y a quelques mois, j'avais dit « Ah, ça y est, le taux français est passé au-dessus du taux d'intérêt portugais ». On m'avait dit « Non, mais ça ne va pas durer ». Ben, si ça dure, en plus, ça s'installe. On a quasiment 40 points de base, 0,4 points d'écart, donc de plus sur le taux français que sur le taux portugais. Donc, c'est-à-dire de plus, c'est un coût évidemment pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un coût évidemment pour la France. Et même vis-à-vis de la Grèce, donc il y a quelques semaines, on a touché le taux grec, il y a une dizaine de jours à peu près, et puis ensuite on est dépassé au-dessus, et voilà, et là on se maintient, vous voyez, c'est les chiffres de ce matin, on est quasiment au même niveau, à peu près plus de 3% sur le taux d'intérêt 10 ans de la France et de la Grèce. Donc c'est quand même assez... Encore une fois, bien sûr, la France, ce n'est pas la Grèce. Mais enfin, je me souviens au début de la crise grecque, nos amis grecs disaient la Grèce, ce n'est pas l'Argentine. Et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, bien sûr que la France, ce n'est pas la Grèce, il y a des actifs, etc. Sauf que la croissance est en train de s'effondrer, ce qui va évidemment nous coûter cher. Parce que quand on me dit oui, mais on peut ponctionner de l'impôt. Oui, mais s'il y a moins de croissance, mais mécaniquement, il y a moins d'impôts. Vous voyez, donc c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Et justement, les chiffres sont sortis ce matin, les chiffres des directeurs d'achat sur l'enquête du mois de décembre. C'est la première estimation. Et malheureusement, la récession perdure. Regardez bien, cela fait 19 mois, à part pendant les Jeux Olympiques, il y a eu un petit rebond sur un mois, 19 mois que l'indicateur des directeurs d'achat est sous la barre des 50. Je vous rappelle donc comment ça fonctionne. Là, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, tous secteurs confondus. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Vous voyez bien, 19 mois. Alors, c'est vrai qu'on a eu, bizarrement, la courbe bleue, c'est le PIB ici. Vous voyez, c'est la croissance du PIB. Ça, c'est l'indicateur avancé. Là, ça n'a pas marché. Il y a eu certainement une petite gonflette du PIB, peut-être qu'on saura un jour, on aura un jour les vrais chiffres, tu vois, toujours est-il que ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne avec tous les pays, c'est très bien corrélé, la zone euro, etc., sauf pour la France. Bon, miracle de David Copperfield, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Et là, évidemment, la courbe bleue, le PIB va très fortement chuter dès le 4e trimestre, également au 1er trimestre 2025, donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est justement la définition de la récession. Et même la Banque de France vient de lire il y aura 0% de croissance au 4e trimestre. Ça sera évidemment certainement négatif. Il peut toujours avoir des coups de baguette magique, mais bon, là, ça commence à bien faire. C'est plus sérieux, si vous voulez. D'ailleurs, on le voit bien, parce que s'il n'y a pas de recettes fiscales, Monsieur le maire dit oui, il n'y a pas eu assez de recettes fiscales. Ben oui, parce que quand on regarde les projections de recettes fiscales, on les fait par rapport au PIB. Donc si on croit qu'il y a de la croissance alors qu'il n'y en a pas, ben, mécaniquement, il n'y a pas les recettes fiscales qu'on aurait pu escompter. Vous voyez, c'est QFD, c'est tout simplement, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc ça, c'est pour l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, regardez bien. Dans l'industrie, je sais qu'on nous a beaucoup bassiné, excusez-moi l'expression, avec la réindustrialisation. C'était très bon, on est tous d'accord, mais c'était que du marketing. Regardez bien l'industrie française. C'est horrible, l'indicateur des directeurs d'achat qui s'effondre à 41,9. Si on enlève la période de coronavirus, bon évidemment, on était tous enfermés, donc juste pendant le confinement, un plus bas, regardez bien, depuis la récession de 2009. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'industrie française. C'est une vraie bérésina malheureusement.
Donc évidemment, tant qu'on a autant de pression fiscale, autant de pression réglementaire, autant d'inquiétudes sur l'avenir, ça ne va pas arranger la situation. Donc ça, c'est très très inquiétant parce que derrière, bien sûr, il y a des défaillances d'entreprises, donc il y a du chômage. Donc c'est vraiment une crainte très élevée, notamment dans l'industrie, malheureusement. Il faut vous accrocher, hein. Je parle aux chefs d'entreprise, évidemment, que je rencontre quasiment tous les jours. Bien sûr, ça ira mieux, il faut résister parce que, comme beaucoup sont en train de disparaître, ceux qui restent vont rafler la mise. Mais c'est vrai qu'en attendant, c'est extrêmement dur, et notamment pour les salariés, et donc pour le chômage qui est en train d'augmenter. Même si on regarde donc dans les services, alors il y a eu un petit, évidemment, à-coup positif pendant les Jeux Olympiques, et là on reste, alors il y a une petite légère hausse, hein, sur les services, mais on reste toujours largement sous la barre des 50. Donc voilà le drame, là aussi, on a une situation de récession dans l'industrie, dans les services et pour l'ensemble des secteurs d'activité. Merci la dissolution, merci tous nos dirigeants depuis des années qui nous ont laissé croire que c'était les 30 glorieuses. Alors évidemment, nous, vous connaissez la réalité parce que vous écoutez notre chaîne, mais beaucoup malheureusement l'ont cru, et maintenant ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ah, on avait dit plein emploi, ah, mais le chômage est en train de flamber. Tout ça parce qu'on a menti. Il faut arrêter de mentir aux Français, il faut leur dire la vérité. Alors le pire, c'est que la Banque centrale européenne, comme d'habitude, elle essaye de sauver les meubles une fois que la tempête est passée. On voit bien que c'est évidemment trop tard. Regardez bien, la semaine dernière, donc la Banque centrale européenne a baissé son taux d'intérêt. Alors notamment le taux Réfi, il est tombé à 3,15%, ce qui est un plus bas depuis mars 2023. Vous voyez, il est ici, très bien. Sauf que, ça c'est l'inflation, hein, dans la zone euro, elle a augmenté au mois de décembre. Donc c'est pas crédible. L'inflation augmente et la BCE baisse les taux d'intérêt. Eh bien oui, comme ici, rappelez-vous, quand l'inflation flambait, elle ne voulait pas augmenter les taux d'intérêt. Elle l'a fait qu'en juillet 2022, donc beaucoup trop tard. Donc elle est toujours en retard, malheureusement. Il y a une erreur de diagnostic, de l'amateurisme, enfin je ne sais pas trop, pour faire plaisir peut-être au marché ou aux dirigeants politiques. En tout cas, la BCE, malheureusement, n'est pas aujourd'hui crédible. Et c'est ça qui est très dangereux. Et d'ailleurs, là aussi, eh bien, les marchés ne sont pas dupes. L'euro est en train de chuter, de continuer de chuter. Et là, au moment où je vous parle, il est repassé sous les 1,05 $ pour un euro. On voit bien cet effondrement de l'euro-dollar en quelques mois. Alors bien sûr, il y a eu un effet Trump, etc. Mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, comme la BCE baisse les taux d'intérêt, c'est-à-dire que l'euro est moins bien rémunéré. Donc on n'a pas envie d'acheter de l'euro. D'autant que la France est en pleine crise. Et là aussi, pour les investisseurs, ils se disent, bon, à quoi bon aller investir sur la zone euro et sur la France? Donc ça limite, là aussi, je dirais, le niveau de l'euro, donc l'euro qui baisse. Sauf que quand l'euro baisse, bien sûr, il y aura un peu plus d'exportation, c'est bien, mais si l'euro baisse trop, évidemment, ça va faire augmenter l'inflation importée, donc ça va faire augmenter l'inflation globale. Donc en baissant les taux d'intérêt comme le fait la BCE aujourd'hui, elle va malheureusement alimenter l'inflation de demain, et s'il y a plus d'inflation, il y aura encore évidemment moins de consommation, car moins de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la stagflation. Stagnation économique et inflation élevée. Merci là aussi nos dirigeants qui sont vraiment très très loin encore une fois du compte, et c'est quand même triste parce que, encore une fois, vous voyez, on le voit, l'économie c'est pas sorcier, hein, c'est du bon sens, et quand on ne fait pas de bon sens, quand on fait passer le dogmatisme avant le pragmatisme, voilà ce que ça nous coûte malheureusement. Alors dans le même temps, c'est vrai que l'inflation augmente aussi aux États-Unis, hein, ça c'est pour montrer que la Réserve fédérale ne pourra pas baisser trop fortement les taux d'intérêt. Vous voyez, on est à 2,7% sur l'inflation globale, donc plus que chez nous d'ailleurs, 3,3% pour l'inflation hors énergie et produits alimentaires. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, les salaires augmentent de plus de 4% par an, donc ça permet de limiter les dégâts, mais tout de même l'inflation est toujours là. Et donc la Réserve fédérale qui a déjà commencé à baisser les taux, je sais que beaucoup nous disent oui, elle va encore le faire, elle va encore baisser les taux d'intérêt pour faire plaisir à Trump, etc. Non, non, elle ne pourra pas trop baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation augmente. Donc déjà, il n'est même pas à son objectif d'inflation qui est à 2%, là on est à 2,7% et ça continue d'augmenter. Et donc la Réserve fédérale va être obligé de limiter sa baisse des taux d'intérêt. Donc, ce qui veut dire que l'écart de taux d'intérêt entre le dollar et l'euro va rester largement à l'avantage du dollar, et donc l'euro va encore baisser. Donc, je maintiens ma prévision pour la fin d'année, début 2025, l'euro sera à 1 $ pour 1 euro certainement, sauf miracle, mais globalement, voilà ce qui est en train de se produire et ce qui va générer, bien sûr, une inflation qui va augmenter. Voilà la situation actuelle donc, de la France, de la zone euro, donc qui est bien sûr, encore une fois, en danger. Disons-le, nous sommes tous en danger, et comme malheureusement, notamment pour nous Français, je ne vois pas comment on va changer, et on va inverser la tendance jusqu'à qu'il y ait d'autres élections législatives, voire présidentielles, ben nous sommes bloqués au moins pendant 6 mois, jusqu'aux prochaines élections législatives, c'est-à-dire pas avant l'été prochain. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, et ce qui veut dire qu'il va falloir souffrir, faire le dos rond, en attendant que ça aille mieux, mais encore une fois,
tous ces drames ne sont que des conséquences des erreurs de nos dirigeants depuis des années. Ils n'ont pas voulu m'écouter, notamment, mais pas que moi, d'autres aussi. Et voilà, aujourd'hui, où nous en sommes malheureusement. C'est bien triste. Donc dans ce contexte, est-ce qu'il faut acheter de l'or? Eh bien oui, toujours, j'ai envie de dire, parce qu'on comprend bien que la crise est toujours là. Donc c'est vrai que l'or est monté à 2786 $ l'once le 30 octobre 2024. Là, il a baissé un petit peu. Là, au moment où je vous parle, on est à 2662 $. Mais il faut toujours garder cette fameuse poire pour la soif. C'est une protection contre tous ces dangers qui nous environnent, en particulier pour nous en France et évidemment dans la zone euro dans son ensemble. Pourquoi? Parce que si je regarde l'or en euros, eh bien là, l'or en euros reste quasi toujours sur des sommets historiques. Il a baissé en dollars, mais comme dans le même temps l'euro a baissé, évidemment, donc ça veut dire que finalement l'or continue de battre des records, hein, y compris en euros. Donc c'est toujours a fortiori encore plus important pour nous, je dirais français et européens, va-t-on dire, de garder de l'or pour protéger notre épargne. Donc gardons cette poire pour la soif. Toujours je le dis, 15% de notre portefeuille, c'est déjà plutôt pas mal. Ça nous permettra justement, oui, j'en transpire tellement ça me donne des sueurs froides ce qui est en train de nous arriver, et ce qui nous permettra justement de nous protéger contre la crise qui est déjà là et qui va malheureusement s'amplifier. Espérons que ça ira mieux normalement à partir du second semestre 2025. Mais pour l'instant, mieux vaut tenir que courir. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle de la semaine? Franchement, j'en ai pas trouvé d'un point de vue économique. On aurait pu parler de l'Argentine qui va un peu mieux, mais je ferai une vidéo express sur ça justement certainement pendant les fêtes. En fait, la bonne nouvelle, voilà, elle nous concerne, nous toutes et tous, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais sortir un nouveau livre, voilà, qui s'appellera Pronostic vital engagé, justement d'où le titre de cette vidéo. Ça sortira donc au printemps prochain, donc au mois de mai ou plus tard, je suis en train de l'écrire, avec donc un sous-titre Arrêtons de mentir aux Français, donc où je vais vous dire toute la vérité sur la situation économique française, et également financière, de la France, de la zone euro, à qui profite le crime des dérapages publics, parce qu'il y en a bien évidemment qui en profitent, et surtout comment sauver notre belle France. Voilà, ça sera le programme du livre, je vous en parlerai évidemment d'ici là. En attendant, merci beaucoup de votre fidélité, merci pour vos likes, hein, continuez à le mettre, et vos messages vraiment me touchent, hein, je le dis à chaque fois, je réponds à tous les messages, c'est formidable. Continuez franchement et faites connaître encore cette chaîne. Certains me disent 1 million d'abonnés, j'espère, pourquoi pas, encore une fois. Je pense que l'économie aujourd'hui intéresse et les Français veulent savoir, ils en ont assez qu'on leur mente en permanence, notamment sur l'économie. Tout ça vient du fait qu'on n'a pas de culture économique. Donc nous sommes là pour ça, pour développer, améliorer cette culture économique. Encore une fois, ce n'est pas de la politique ou je dirais ou de la politique politicienne, c'est du bon sens. Voilà, l'économie c'est avant tout du bon sens. Donc merci encore pour vos abonnements premium également. Donc je rappelle le principe, il faut s'abonner d'abord et après il y a un onglet qui s'affiche donc généralement à côté de communauté en haut de la vidéo, c'est l'onglet souscription ou alors rejoindre, hein, ça dépend des formats je dirais YouTube, et à ce moment-là je vous enverrai les slides par mail une fois que vous aurez envoyé votre mail sur acdefi.com. Voilà, merci encore. Portez-vous bien, donc bonne préparation des fêtes de fin d'année, hein. On se reverra encore la semaine prochaine juste avant pour que je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes. Merci encore, donc voilà, gardons le moral malgré tout, gardons le courage, il faut garder du courage pour affronter cette réalité. Espérons que nos dirigeants un jour prendront les bonnes mesures. Pour l'instant malheureusement on en est loin, enfin l'espoir fait vivre, hein, c'est bientôt Noël, donc le miracle de Noël, pourquoi pas. Allez, merci beaucoup, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.